Le 9 mai 2017, la dessinatrice Emma a sorti sur son blog Emma-Clit une bande dessinée intitulée Fallait demander. Ce travail dantesque d'une centaine de planches et dont vous retrouverez les liens dans la description a été partagé plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux. Elle y fait état d'une expérience pénible où, invitée chez une amie, elle s'est aperçue que cette dernière s'occupait de toutes les tâches ménagères. Dépassée par la surcharge de travail, il faut qu'elle finisse par se faire déborder par ses obligations pour que son compagnon lui fasse remarquer qu'elle aurait dû lui demander son aide. La dessinatrice m'a ce jour aidé à comprendre ce qui m'intéressait autant dans le féminisme. Ce mouvement peut m'aider, et j'espère aider de nombreux hommes, à réduire ma nocivité dans la société et faire de moi une meilleure personne. Avec ce travail essentiel, Emma a alors introduit dans ma vie et dans celle de nombreux hommes la notion fondamentale de charge mentale, et c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, je compte consacrer toute une série de vidéos à destination principalement des hommes qui se demanderaient comment nous pouvons au quotidien répartir égalitairement la charge mentale. Le sujet d'aujourd'hui n'est qu'une introduction visant à présenter aussi correctement que possible le phénomène, le poids que cela peut avoir sur les femmes au quotidien et les conséquences potentiellement graves sur le long terme. J'ai aussi un deuxième objectif un peu plus caché. Je sais que beaucoup d'hommes renient l'existence de cette charge mentale et j'espère à travers ce travail d'une dizaine de minutes que je parviendrai à les convaincre du contraire. Si certaines femmes regardent cette vidéo et estiment que mes propos sont incomplets ou parfois faux, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires. Je ne vous remercierai jamais assez de me faire progresser en tant qu'allié. Le concept de charge mentale existe depuis plus d'un demi-siècle, mais était alors cantonné au monde du travail. De plus en plus automatisées, les professions ouvrières ont fini par permettre aux employés de se libérer de certaines contraintes. Ainsi, la charge physique subie par les travailleuses et les travailleurs des usines à l'époque a fini par être supportée par des machines, et une autre forme de souffrance au travail est apparue. La difficulté ne consistait plus à soulever des charges insupportablement lourdes quotidiennement, mais de penser au bon fonctionnement de l'usine. Il fallait garder un œil sur la sécurité des employés, de ses collègues, de sa propre sécurité, l'état des machines, de la marchandise, les carnets de commandes, l'entretien des lieux, etc., etc. Des dizaines de nouveaux paramètres étaient à prendre en compte et à vérifier à tout instant. La charge physique, autrefois supportée par les ouvrières et les ouvriers, s'est peu à peu transformée en charge mentale. En 1984, la sociologue Monique Eco évoque la charge mentale dans la vie quotidienne des femmes pour la première fois. Elle sort ce concept de la vie professionnelle pour l'intégrer à la vie civile. C'est la chercheuse Nicole Bray de l'Université Laval de Québec qui l'appliquera finalement aux couples hétérosexuels et la définira plus tard de la façon suivante. Je la cite. Donc à propos de la charge mentale, elle dit que c'est un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marge de la résidence. Fin de la citation. Autrement dit, aujourd'hui, la charge mentale regroupe tout ce à quoi les femmes sont censées penser pour elles-mêmes et pour les autres. En premier lieu, on pense bien sûr au travail ménager sur lequel je reviendrai dans un instant, mais vous verrez que le concept englobe énormément d'autres domaines. À la maison, la charge mentale consiste à devoir gérer au quotidien la propreté, les repas, les courses, le linge, le rangement, des tâches un peu mieux réparties entre les hommes et les femmes aujourd'hui, mais qui incombent toujours principalement à ces dernières. Chloé Delhomme rappelle dans son ouvrage « Mes bien chères sœurs », pages 53 et 54, que, et je la cite, « plus de 60% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par leur mère. 91% des hommes en couple ne repassent pas leur linge, 60% ne font pas le ménage, 36% ne font pas les courses. » Et elle rajoute avec un petit peu d'ironie derrière, mais presque tous perdent leurs cheveux. En moyenne en France, on compte que les femmes passent plus de 3 heures par semaine à ces travaux mal reconnus, alors que les hommes n'y consacrent qu'1 h 45. Emma précise dans sa BD que nous, les hommes, avons tendance à proposer notre aide à la réalisation de ces tâches, ce qui montre bien l'existence d'un déséquilibre. Dans un couple hétérosexuel, il semblerait logique que les deux partenaires aient les mêmes obligations à l'égard de ces contraintes. En se positionnant dans le rôle de l'aidant, le partenaire, souvent masculin, laisse la responsabilité de la planification et de la bonne réalisation de l'entretien de la maison à sa compagne. Et c'est justement cette nécessité de penser et de planifier en permanence ces obligations qui crée un poids, une charge. Petite parenthèse d'ailleurs, le travail domestique comme relevant d'un devoir de femme est une construction sociale. Là je cite Silvia Federici dans son ouvrage Le capitalisme patriarcal, ça se trouve pages 125 et 126, et le chapitre s'appelle L'invention de la ménagère, je la cite. À ce jour, beaucoup considèrent le travail domestique comme la vocation naturelle des femmes, au point qu'il est souvent qualifié de travail de femme. En réalité, le travail domestique tel que nous le connaissons est une construction assez récente, qui date de la dernière partie du 19e et des premières décennies du 20e, quand, sous la pression de l'insurrection de la classe ouvrière et pour répondre aux besoins d'une main-d'œuvre plus productive, la classe capitaliste d'Angleterre et des États-Unis a engagé une réforme du travail
qui a transformé non seulement l'usine, mais aussi la collectivité et le foyer, et en premier lieu la position sociale des femmes. Du point de vue de ses effets sur les femmes, cette réforme peut être décrite comme la création de la ménagère à temps plein, un processus complexe de manipulation des structures sociales qui, en quelques décennies, a sorti les femmes, et en particulier les mères, des usines, augmenté substantiellement les salaires des travailleurs hommes, suffisamment pour leur permettre d'entretenir une ménagère inactive, entre guillemets, et institué des formes d'éducation populaire pour inculquer aux ouvrières d'usine les compétences nécessaires au travail domestique. À ce sujet d'ailleurs, la philosophe Manon Garcia a donné une interview au journal Libération le 5 juin 2020, où elle soulignait combien il était inacceptable que pendant le confinement, les tâches ménagères aient été aussi mal réparties, mettant le doigt sur une anormalité du patriarcat qui devient injustifiable avec le temps. Mais la charge mentale, ça ne se limite pas qu'à la maison. Je vais vous donner un autre exemple, je pourrais vous en citer 5 ou 6 autres, mais pour cette introduction, je ne cherche pas du tout à être exhaustif. Le domaine qui me semble le plus important à évoquer en premier, c'est celui de la contraception. Pour les hommes, la charge mentale associée à la contraception se limite à vérifier que nous avons un préservatif sur nous en toutes circonstances. En tout cas, on devrait le faire. Pour les femmes, la contraception, ça signifie le diktat de la pilule à l'adolescence et les dizaines d'effets secondaires que ça implique. L'obligation d'interrompre leurs activités le soir pour prendre la pilule pour celles qui continueraient à utiliser ce moyen de contraception. Au moins un rendez-vous annuel chez un ou une gynécologue, si ce n'est plusieurs. Un temps considérable pour chercher sur internet ou dans des bouquins des alternatives à la pilule. La peur de tomber enceinte en cas de défaillance de leurs moyens de contraception. Les sommes d'argent à réunir pour avancer des frais qui ne sont pas toujours remboursés à 100%, sachez-le. Et parfois, et ça c'est le summum de l'absurde, la charge du préservatif leur est laissée quand les hommes n'en portent pas sur eux ou inventent des prétextes pour ne pas avoir à en porter. On ira beaucoup plus loin sur la nécessité et les solutions pour rééquilibrer la charge mentale associée à la contraception dans un prochain épisode. Mais là, je voulais surtout parler en fait des conséquences parfois terribles que la charge mentale peut avoir sur les femmes. En ce qui concerne les chiffres que je vais vous annoncer à présent, sachez que j'utilise le travail de fin d'études en sciences psychologiques d'une chercheuse de l'université de Louvain qui s'appelle Myriam Oraghi. Selon différentes études, on considère que 10 à 85% des jeunes mamans subissent un baby blues juste après la naissance de leur enfant. La disparité entre les chiffres montre combien le phénomène est encore mal étudié d'ailleurs. Entre 6,5 et 12,9% des femmes qui viennent d'accoucher voient la situation empirer en une dépression postpartum que l'on pense néanmoins être sous-diagnostiquée, donc les chiffres pourraient être encore plus élevés que ça. Parmi les causes avancées, on cite principalement les troubles hormonaux suite à l'accouchement, la primiparité, puisqu'il semblerait que le phénomène touche surtout après le premier accouchement, mais aussi et évidemment des troubles relationnels dans le couple et le sentiment, là je cite l'étude, d'avoir seule la responsabilité de la bonne santé de l'enfant. Alors, avant toute chose, et pour couper l'herbe sous le pied des personnes qui pourraient mal prendre ce discours, je ne suis pas en train de dire que les hommes n'assument pas leur rôle de père. Je n'affirme pas que ceux qui regardent cette vidéo n'aiment pas leur enfant, ou n'aiment pas leur conjointe, ou ne savent pas comment s'en occuper. La domination patriarcale, elle est parfois tout à fait consciente chez des individus qui sont ouvertement misogynes, il y en a, on ne va pas le nier, mais chez les autres, elle est inconsciente. Le processus qui aboutit à alourdir la charge mentale des femmes, il est insidieux, il s'impose sournoisement, et en fait s'en apercevoir, ça demande un vrai travail sur soi, c'est pas du tout inné. Ce patriarcat, en fait, il aboutit à l'absurdité suivante. Après un accouchement, le congé paternité qui est drastiquement court fait que c'est souvent le papa qui reprend le travail en premier. Et ça, la maman le sait depuis le début, et ça rajoute une crainte supplémentaire, celle de se retrouver seule. Évidemment, ça ajoute à la charge mentale déjà existante, et ça augmente le risque de dépression postpartum. Si on ajoute ce paramètre au fait qu'après la naissance, les femmes aient toujours une forte charge mentale qui est liée à tous les domaines de sa vie, tous les autres domaines de sa vie, garder la maison propre, faire les courses, faire à manger, etc. Parce que le travail domestique est encore mal reconnu et que la mère ne veut pas rajouter cette contrainte sur le père qui travaille pour de vrai, comme je l'entends parfois au cabinet, on aboutit parfois à des situations catastrophiques. Cette dépression postpartum, qui est une conséquence directe de cette charge mentale colossale, elle peut avoir des conséquences à la fois sur le développement psychomoteur de l'enfant, qui va prendre du retard, et naturellement sur la santé de la mère. À titre indicatif, en France, une femme qui subit un syndrome dépressif a 21 fois plus de risques de mettre fin à ses jours que n'importe qui d'autre. D'ailleurs, si vous êtes une jeune mère et qu'à ce stade de la vidéo, vous vous sentez concerné par ce risque suicidaire, ou si vous êtes un homme concerné par le risque suicidaire, je vous mets sur la vidéo et en lien évidemment un communiqué du ministère de la Santé qui donne les contacts des services à appeler en cas d'urgence. Ne restez jamais seul face au risque suicidaire, les solutions sont très nombreuses pour s'en sortir et elles sont efficaces. Je vous donne un autre exemple des dégâts causés par la charge mentale et puis on conclura. Dans un ouvrage que je trouve fantastique de Clémentine Gallo qui s'appelle « La charge sexuelle, désir, plaisir, contraception, IST, encore l'affaire des femmes », que je peux malheureusement pas vous montrer parce que je l'ai prêté à une copine et je l'ai pas récupéré pour la vidéo. Mais on y apprend, entre autres, que la charge mentale liée au sexe
peut se transformer en une obligation à se conformer aux normes hétérosexuelles. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, parce que ça pourrait retarder par exemple le développement affectif et sexuel des lesbiennes, qui de façon inconsciente et uniquement pour se conformer, réaliseraient très tardivement qu'elles sont en fait attirées vers d'autres femmes et pas vers les hommes. Je vous laisse imaginer les dégâts sur une individu lesbienne ou même sur un homme homosexuel qu'entraînerait un rapport sexuel finalement pas tout à fait consenti avec une personne pour laquelle il n'y aurait pas vraiment de désir et qui serait motivée uniquement à la peur de se sentir exclu. Je tiens aussi à attirer votre attention sur un syndrome dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique, qui touche 2 à 4 fois plus les femmes que les hommes selon la majorité des études. Et ce syndrome de fatigue chronique pourrait être causé par un dysfonctionnement du système immunitaire, mais aussi par des facteurs environnementaux qui augmentent la fatigue quotidienne. Et là, vous voyez où est-ce que je veux en venir, puisque les obligations qui découlent d'une charge mentale trop élevée peuvent finir par provoquer ces syndromes. En gros, conséquence d'une charge mentale trop élevée qui serait mal répartie entre les deux membres d'un couple hétérosexuel, de la fatigue chronique, un ralentissement, des syndromes dépressifs, des troubles du développement sexuel et affectif, dépression postpartum, risque de suicide, etc. Vous n'avez pas idée des dégâts que ça peut causer. On a fait là qu'effleurer la croûte superficielle de cette question hyper actuelle. La charge mentale, c'est pas juste un concept féministe capricieux destiné à faire parler de lui. C'est un phénomène assez complexe qui a parfois des conséquences dramatiques sur nos sœurs, nos mères, nos amis. Dans les vidéos qui suivront, on parlera de ça ensemble. Où est-ce que la charge mentale se cache ? Quels sont les procédés insidieux qui tendent à instaurer une domination masculine sur la société ? Pourquoi ils sont difficiles à percevoir ? Et sachez que je ne m'exclus absolument pas du problème dans cette équation-là. Je pense être encore très soumis aux diktats de la domination masculine et continuer à faire beaucoup d'erreurs. Mais travailler là-dessus, c'est à mon sens, entre autres comme ça qu'on se fait un bon allié finalement du féminisme. Pas en parlant en leur nom, mais en parlant en la nôtre en qualité d'homme et en essayant d'améliorer notre quotidien. La question de l'égalité sociale, aujourd'hui on n'a plus le droit de ne pas se sentir concerné. Si vous souhaitez réagir à mes propos, si vous les trouvez peu clairs, que vous n'êtes pas d'accord, qu'ils ont provoqué de la colère, sentez-vous évidemment libre de les laisser en commentaire, mais on n'oublie pas quelques règles évidentes de bienséance, on ne s'insulte pas, on ne se menace pas, on ne renie pas les émotions de ses interlocuteurs et surtout de ses interlocutrices, ça ne se fait pas, ça s'appelle du tone policing. On essaie d'échanger calmement et on en ressort grandi. Je vais vous laisser avec une courte lecture qui est tirée de Compte à rebours de Tiffen D, qui va servir, on va dire, de conclusion un petit peu positive. Elle écrit ses pages 65 de son bouquin, Les Comptes à rebours, à propos d'un conte qu'elle a renommé La Belle au bois éveillé. Ce sera notre conclusion positive puisqu'elle écrit « On lui a proposé de venir vivre avec nous, tant qu'elle voudrait, le temps surtout de se réapproprier l'amour même de la liberté qu'ils ont abîmé en elle par les violences de la domestication. Je crois qu'elle se plaît bien avec nous. » Bon, ça a l'air parfaite comme ça, notre projet, mais faut vous dire aussi que ça n'a pas toujours été facile de nous entendre et de recréer une société qui ne ressemble pas à la leur. Faut comprendre. On n'avait pas tellement d'autres modèles sous la main, nous. Jamais rien connu d'autre que le patriarcat. Mais on a pris le temps et on a réussi. On s'est aidé, soutenu, aimé, on a soigné nos mémoires traumatiques. On a repris forces et espoirs pour se reconstruire chacune en tant que personne à part entière, progressivement. On s'est décolonisé. Évidemment, on a commencé par abolir toute hiérarchie d'âge, de fonction, de classe sociale, d'origine, de physique, de handicap, d'espèce. On a rayé toute domination et aboli toute violence. Et la vie pour nous a réellement pu commencer. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous dis à très bientôt, on continue le débat en commentaire si vous le souhaitez.